Et nous allons poursuivre cette séquence dédiée à la mise en avant de projets inspirants, innovants, stérilisation. Réduisez les consommations de gaz. J'ai le plaisir d'appeler Sébastien Vezin, chef de projet au CEA Liten, et Renaud Antoine, dirigeant l'H Group Go Avec Engineering. Vous pouvez les applaudir. Merci de me rejoindre. Quelques mots pour vous présenter. Renaud Antoine, vous êtes président d'H Process, une holding qui couvre 4 entités, dont Go Avec Engineering. Toutes ces entités ont en commun la fourniture d'équipements pour les industriels de l'agroalimentaire et aussi d'autres secteurs, cosméto-logis et pharmacie. Vous avez repris ce groupe il y a 4 ans. Et puis Go Avec, 100 ans d'existence, à Samblier, qui dispose d'une chaudronnerie capable de faire un panel d'équipements et notamment des cuves, et vous êtes effectivement engagé dans la maîtrise énergétique. Ça fait partie de vos préoccupations centrales. À vos côtés, Sébastien Vezin, vous êtes au CEA Liten, le CEA Grenoble, dans le service énergie des territoires et des entreprises. Votre axe de travail, c'est la décarbonation avec l'efficacité énergétique et puis l'enjeu des énergies renouvelables et leur adaptation à la production notamment industrielle. Alors, messieurs, tout d'abord, pourquoi s'intéresser aux enjeux de chaleur fatale et en particulier sur les process de stérilisation batch? Alors, Renaud. Juste, comme on l'a vu en fait dans les précédentes interventions, de toute façon la chaleur fatale, particulièrement dans l'agroalimentaire, est un vrai un vrai gisement d'économie et d'énergie. Et donc, tout naturellement, cette chaleur fatale, en fait, elle est à l'origine produite principalement lors des procédés de stérilisation ou dans les procédés batch. Exactement. Sébastien, un complément ? Donc si on commence par quelques éléments de contexte, effectivement, les derniers rapports de l'ADEME mentionnent un gisement de chaleur fatale considérable au niveau industriel, qui s'élève à 109 TWh en 2018. Et si on regarde en fait cette chaleur qui est valorisable à plus de 100 degrés, on découvre que c'est plus de la moitié. Si on regarde maintenant par secteur, on identifie l'agroalimentaire comme le secteur le plus émetteur, et si également le secteur qui est le plus dépendant du gaz. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est dans l'agroalimentaire, quels sont les procédés qui sont les plus émetteurs de chaleur fatale? Et comme le mentionnait Monsieur Antoine, effectivement, on identifie les procédés batch, et notamment à l'instar des procédés de décontamination, de stérilisation, de cuisson, de pasteurisation, etc. Donc c'est des consommateurs de chaleur, essentiellement de la vapeur, qui est produite initialement à partir de gaz comme énergie primaire, également de froid, beaucoup de frigories. Et du coup, c'est des sujets qui sont très intéressants pour aller chercher en fait à valoriser cette chaleur fatale. En quelques chiffres, un stérilisateur, une capacité classique, 5 à 6 paniers, qui traite 2,4 tonnes de produits par cycle, c'est 300 à 400 kWh de chaleur consommée par cycle. Si on ramène une consommation d'énergie annuelle sur 10 cycles par jour pendant 1 an de fonctionnement, on arrive à 900 MWh à 1,2 GWh, donc c'est considérable. Associé à une consommation de gaz, puisqu'en amont de la vapeur, c'est du gaz qui est brûlé pour produire cette utilité, on arrive à des consommations annuelles pour un stérilisateur de 93 000 à 124 000 normomètres cubes. Et bien sûr, associé à cette combustion de gaz, on a des rejets de CO2 qui sont considérables, 204 à 272 tonnes de CO2 par an, et tout ça pour un seul stérilisateur. Alors si on veut optimiser ces consommations, il importe de rappeler le principe de fonctionnement d'un stérilisateur. Donc pour comprendre en fait la complexité, pour aller récupérer la chaleur sur les autoclaves industriels, il faut se rappeler comment fonctionne un stérilisateur, un autoclave industriel. Le principe de base, c'est un barème type en 3 phases, donc un profil de température de consigne en fonction du temps. On va retrouver donc une première phase de chauffage qui est souvent opérée par une condensation de vapeur, donc d'utilité vapeur, donc c'est la phase 1. Ensuite, on arrive à un palier qui est en fait une phase de maintien, de chambrage, de maintien en température. On condense à nouveau de la vapeur pour maintenir en température. Et puis la dernière phase, c'est une phase de refroidissement dans laquelle on engage des utilités froides, donc des frigories, pour aller refroidir les denrées qui sont à l'intérieur du stérilisateur. Donc toute la chaleur, elle est inertielle, elle est contenue dans les denrées. Et la difficulté d'aller récupérer cette chaleur, c'est d'aller travailler aux bornes de l'autoclave, mais sans modifier et sans être intrusif en fait dans le barème type, qui est un barème qualifié pour les autoclaves.
Il y a quelque chose aussi d'important à mentionner, c'est que dans ces graphiques, dans ces profils de température en fonction du temps, n'apparaissent pas les puissances appelées. Et ça, pour ça, il faut modéliser l'autoclave pour se rendre compte en fait les puissances qui sont appelées sur les utilités. Et les plus forts appels de puissance apparaissent au début de la phase 1, donc lors de la phase de chauffage, au moment où les gradients de température sont les plus élevés, et également au début de la phase 3, donc au moment du début de la phase de refroidissement. Alors, quelles sont justement les limites techniques pour l'optimisation ? Voilà, donc quand on regarde en fait les contraintes physiques qui complexifient la valorisation de chaleur sur les autoclaves, idéalement, ce qu'on voudrait faire, c'est récupérer lors de la phase de refroidissement, stocker cette chaleur et la restituer au début de la phase de chauffage suivante, du cycle suivant. Le premier verrou, la première contrainte physique, c'est l'intermittence, puisque comme on est sur des procédés batch, on doit récupérer la chaleur, la stocker et pouvoir la restituer à un moment différent, à un moment au cycle suivant par exemple. Et donc pour cela, on recourt assez classiquement au stockage de chaleur. Jusqu'à là, c'est pas très compliqué. Par contre, arrivent les deux autres verrous, les deux autres contraintes. La première, c'est la dissymétrie des profils de température. Donc c'est le fait qu'au moment où on va récupérer la chaleur lors de la phase de refroidissement, on va suivre en fait un profil, une décroissance en température. Sauf qu'au moment où on va vouloir restituer cette chaleur, il va falloir suivre en fait une croissance en température. Et là, il y a un effet de bascule qui est assez compliqué à gérer physiquement et que dans des stockages de chaleur conventionnels, il est très compliqué de mettre en œuvre sans créer ce qu'on appelle une dégradation de l'exergie, c'est de la qualité de l'énergie qu'on vient récupérer, stocker puis restituer. Donc ça nécessite de réfléchir, de changer d'approche en fait pour développer des systèmes de valorisation et de concevoir spécifiquement les solutions de valorisation énergétique. Ensuite, il y a un troisième verrou, c'est la dynamique ou plus spécifiquement les profils de puissance qui sont appelés, qui ne sont pas constants et qui sont propres en fait à chaque procédé et qui vont nécessiter encore une fois de réfléchir pour limiter la dégradation d'exergie du système et développer des systèmes de pilotage spécifiques pour pouvoir restituer la chaleur en limitant la dégradation d'exergie. Alors voilà, des véritables contraintes physiques. Pour autant, faisons un benchmark. Des solutions existent de récupération de chaleur. Quelles sont-elles ? Tout à fait. Donc il existe en fait dans l'état de l'art des solutions déjà mises en œuvre pour valoriser la chaleur sur les autoclaves et sur les réacteurs. La plupart du temps, ça repose sur des grandes cuves d'eau à différentes températures homogènes. C'est assez basique. Sauf que ça a beaucoup de conséquences sur le plan énergétique de procéder ainsi, puisqu'en fait, on va conduire à une dégradation de la qualité de l'énergie, donc c'est ce qu'on appelle l'exergie. Et donc, cette dégradation de la qualité de l'énergie, elle est associée, en fait, elle est inhérente à une diminution de la température de la chaleur qu'on va récupérer, stocker, puis restituer. Ça entraîne plusieurs limitations. La première, c'est la capacité à valoriser cette chaleur, parce que si on diminue sa température, on diminue sa capacité à aller la valoriser sur le même procédé. Donc ça oblige d'aller valoriser cette chaleur récupérée vers d'autres postes de consommation de l'usine. C'est ce qu'on voit couramment, c'est-à-dire qu'en fait on va récupérer la chaleur haute température des autoclaves et puis comme on dégrade la température, qu'est-ce qu'on fait ? On va l'envoyer vers d'autres postes de consommation comme les unités de nettoyage qui demandent de la chaleur à plus basse température. Sauf que ces postes de consommation, la demande est assez souvent limitée et on arrive très vite à saturation et on se retrouve avec des grands volumes d'eau tiède dont on ne sait pas trop quoi faire. Ensuite, ça induit une densité énergétique de stockage qui est faible, le fait de diminuer l'exergie de stockage de l'énergie. Ça, c'est une chose qui est très importante à regarder. Donc, l'unité classique, c'est le kilowattheure par mètre cube. En fait, on regarde combien d'énergie on peut stocker dans un mètre cube. Et associé à ça, c'est des volumes, c'est des surfaces au sol qui sont occupées dans l'usine. Et surtout, c'est des capex, parce que des grandes cuves, forcément, ça coûte beaucoup plus cher que des petites cuves. Et la dernière conséquence, c'est que ça implique des réactivités qui sont lentes, puisque plus les systèmes de stockage sont volumineux, plus ils vont être lents pour atteindre en fait un régime établi de valorisation énergétique. Donc l'approche exergétique, elle est indispensable pour concevoir des systèmes de valorisation énergétique qui soient à la fois denses énergétiquement et réactifs. Alors on le voit, c'est au cœur de votre projet. Justement, alors quelle est l'innovation sur laquelle vous avez planché ? Alors la solution qui a été développée au CEA, elle repose sur des caractéristiques clés qui sont les suivantes. Donc on retrouve en fait un réseau hydraulique qui est indépendant de toutes les lignes autoclaves, donc des batteries autoclaves. Ça permet en fait de les connecter en parallèle des utilités et en parallèle des autoclaves sans être intrusif dans le fonctionnement des autoclaves. Et ça peut même être pensé dans le prolongement, on le verra, c'est des solutions qui sont très compactes. On utilise en fait des stockages de chaleur sensible dits type thermocline, c'est-à-dire qu'on va stratifier en température les stockages
pour limiter la dégradation de la qualité de l'énergie qu'on va récupérer, donc cette fameuse conséquence sur l'exergie, de sorte à pouvoir récupérer puis restituer un maximum d'énergie sur ces systèmes. On a ensuite un fonctionnement en carrousel, de sorte à être toujours dans les meilleures dispositions pour favoriser l'effet thermocline, puisqu'il y a plusieurs considérations pour pouvoir maîtriser l'effet thermocline, et ce, particulièrement au moment des étapes les plus critiques. Associé à ça, il y a un algorithme de pilotage qui a été développé. Alors, je n'ai pas suffisamment de temps pour le détailler, mais il y a un algorithme qui permet en fait le suivi du barème, c'est-à-dire qu'on se substitue temporairement en fait aux utilités qui sont couramment appelées, grâce à l'unité de stockage. On ne vient pas en fait modifier le barème, qui est quelque chose de qualifié pour les autoclaves. Et ensuite, il y a un dimensionnement qui est optimisé suivant des critères objectifs que sont la qualité de l'énergie valorisée en fonction de la capacité du système et du coût, bien entendu. On revient toujours à des considérations sur la rentabilité et sur le CAPEX. Et pour finir, c'est des solutions qui sont mutualisables, intégrables, aussi bien sur des unités nouvelles que sur du rétrofit, et ce pour les différentes technologies d'autoclave, que ce soit du direct steam ou du water spray. Alors, quelques principes de fonctionnement pour mieux comprendre comment fonctionne la solution. Il y a donc, on évoquait deux choses importantes. L'effet thermocline, donc on y viendra plus amplement tout à l'heure lors de la présentation suivante, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on utilise l'effet thermocline, ce qu'on recherche, c'est que dans un même stockage de chaleur sensible, on stratifie en température, de sorte à avoir dans un même réservoir la coexistence d'une zone chaude quasiment isotherme en partie supérieure, séparée d'une zone froide en partie inférieure quasiment isotherme également. Tout ça par une zone de transition qu'on appelle la séparation thermocline qui, elle, voit l'intégralité du gradient de température. Plus la séparation thermocline est fine et plus le système de stockage est efficace. Donc c'est ce qu'on va chercher à maîtriser dans ces systèmes pour augmenter la compacité et aussi pour maximiser la quantité d'énergie qu'on va pouvoir valoriser. Vous avez l'illustration ici de deux états de l'unité de valorisation, donc en fin de charge qui correspond aussi au début de la décharge suivante, donc fin de charge c'est-à-dire pendant la phase de refroidissement, début de la décharge c'est pendant la phase de chauffage du cycle suivant, et puis en bas vous avez un état de la solution lors de la fin de décharge, donc la fin de la phase de chauffage on s'est substitué à la vapeur, et puis le début de la phase de charge, donc au début de la phase de refroidissement. Ce qui est important de noter, c'est que dans le premier cas, en fait, les stockages sont discrétisés par niveau de température et ils sont également stratifiés en température chacun. Ça permet une optimisation énergétique aux phases les plus critiques. Et lors de la phase suivante, ce qu'on va chercher, c'est avoir la disposition la plus avantageuse pour favoriser à nouveau la génération de la séparation thermocline. C'est clair pour le principe, et au fond, on comprend que cette répartition dans le temps pourrait s'adapter peut-être à un plug and play sur plusieurs équipements de façon à améliorer encore le rendement. Tout à fait, exactement. Alors ce qu'on va rechercher surtout, c'est d'augmenter la rentabilité de ces systèmes. Pour qu'un stockage soit rentable, il faut qu'il cycle un maximum. Donc l'idée, c'est de mutualiser l'unité de valorisation à une petite batterie d'autoclave. On l'a dit tout à l'heure, l'unité de valorisation, elle peut être branchée en parallèle des autoclaves et des utilités qu'elle substitue temporairement. Et donc, ce qu'on voit apparaître typiquement sur un schéma où on vient superposer un ordonnancement de démarrage de plusieurs autoclaves sur une échelle de temps, c'est qu'on peut très bien imaginer récupérer la chaleur sur un premier autoclave et puis stocker cette chaleur et la restituer au démarrage d'un autoclave qui est donc d'un autre autoclave pour justement limiter le recours au gaz, le recours à la vapeur et donc le recours au gaz de cet autre stérilisateur. Et puis l'unité étant à nouveau disponible, on vient la recharger avec un énième autoclave et ainsi de suite. De la sorte, on économise une plus grande quantité d'énergie et surtout, c'est qu'on a une seule unité de valorisation qui va par exemple être mutualisée sur 3 autoclaves. Et donc ça, c'est un réel bénéfice sur la rentabilité de ces systèmes. Et puis, ça a également des bénéfices en termes d'analyse de cycle de vie, puisqu'on valorise une plus grande quantité de chaleur et donc on économise davantage de gaz et de froid. Et puis aussi, on augmente indirectement, quand on procède ainsi, on augmente la disponibilité des utilités de l'usine, puisque quand l'unité de valorisation fonctionne, on n'appelle pas de vapeur. Et l'utilisation, enfin le démarrage d'un autoclave sur un réseau industriel, ça tire énormément de vapeur au démarrage. On n'est pas loin de 600 kW dans la phase de démarrage. Et donc le fait de travailler en début de cycle, en début de phase, donc au début de la phase de chauffage et de la phase de refroidissement, ça permet en fait de libérer de la vapeur pour les autres postes de consommation de l'usine. Eh oui.
Alors ces bénéfices, justement, est-ce que vous les avez rendus objectifs? Est-ce qu'on a une idée? Alors, on a chiffré de manière conservative ces bénéfices par de la modélisation. Tout l'objet du projet, c'est d'aller vers de la démonstration pour pouvoir quantifier sur site les niveaux de valorisation qu'on peut atteindre. Donc, ce sont des niveaux de valorisation qui sont évalués de manière conservative. Donc une petite unité comme celle-ci, qui occupe moins de 5 mètres carrés au sol avec des stockages stratifiés en température, permettrait d'économiser 30% minimum par cycle de vapeur. Donc en amont, c'est du gaz qui est consommé. Ça réduit d'autant du coup les émissions de CO2. Ça permet également en fait de faire 30% d'économie au minimum sur l'eau de refroidissement. C'est particulièrement intéressant pour réduire la thermosensibilité des sites à la source froide. Ça veut dire, ça se traduit par exemple pendant les étés caniculaires par la difficulté d'aller refroidir sa source froide, et souvent en fait on a du recours à l'eau, comme je l'ai vu évoquer tout à l'heure, pour aller humidifier les tours aéros. Et donc le fait de travailler, de se substituer temporairement à la source froide et donc à l'eau de refroidissement permet aussi de réduire sa sensibilité à la température extérieure, donc particulièrement pendant les étés caniculaires. Ça permet aussi une réduction de la température de retour de l'eau froide. Et puis ça, comme on l'a évoqué juste avant, ça permet aussi d'augmenter la disponibilité des utilités pour le reste de l'usine, donc à savoir la vapeur et l'eau de refroidissement. Et puis associé à ça, il y a aussi des avantages sur la thermomécanique des composants, puisque le fait qu'on ne vient pas stresser les composants en intégrant directement dans la vapeur avec de l'eau froide de l'autre côté, ça permet de réduire la fatigue thermomécanique sur les échangeurs notamment et sur les pompes. Et puis, cette solution, en fait, on voit qu'elle est à la fois utilisable, alors comme l'a dit Sébastien, en fait, à toutes les technologies de stérilisateurs, mais également à toutes les configurations, c'est-à-dire installation neuve ou installation existante, puisqu'on a un volume assez faible, une surface au sol assez faible, et donc on va pouvoir s'implanter sur des installations existantes et faire du rétrofit, de l'optimisation. Et puis ça fonctionne à la fois pour des stérilisateurs, mais également pour des réacteurs, où on a la même problématique. En fait, on va monter en température la masse dans la cuve et on va la descendre en température derrière. Donc en fait, cette solution qui permet à la fois de faire un gain sur la montée en température, mais également sur le refroidissement, en fait, elle va avoir un impact aussi sur le capex de l'usine, c'est-à-dire que quand on va devoir envisager une extension de production, on va pouvoir revoir la taille de la chaudière ou du groupe froid. Donc c'est un double impact. Alors effectivement, de belles perspectives. Pour qu'on comprenne bien dans la salle, où en êtes-vous concrètement du projet? On voit bien qu'on est dans le cadre du développement d'une innovation. Quel est son degré d'avancement? Alors, aujourd'hui, ce projet, il a été... il s'inscrit dans le cadre d'un projet d'EMIBAC qui est porté par l'ADEME. Donc on a été retenu dans ce cadre-là. Donc ce projet d'EMIBAC en fait intègre à la fois un développement de briques technologiques, donc c'est ce qu'apporte le CEA. Et puis un consortium entre un industriel de l'offre, donc c'est GoAvec, qui porte le projet, et puis on associe des industriels de la demande, en fait des utilisateurs finaux. Et donc, en fait, donc aujourd'hui cette phase-là. Alors bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de présentation des partenaires, mais comme je le disais, donc GoAvec apporte son expertise dans la gestion du projet et puis la construction en fait de ces ensembles. Et en fait, donc en s'appuyant sur la technologie du CEA. On a, au niveau des utilisateurs, en fait, on a retenu dans la phase initiale 3 partenaires, dont Petit Navire, un breton, et puis deux partenaires qui sont BioViveur, Groupe Léa Nature, et puis Atlantique Alimentaire. Compte tenu des contraintes budgétaires, en fait, l'ADEME a revu un peu l'ampleur du projet et va accompagner un seul démonstrateur industriel. Alors le choix reste à finaliser avec l'ADEME. Et
Donc on est dans la phase de lancement de ce projet. Donc c'est-à-dire qu'on va, dans un premier temps, construire un pilote qui va être largement instrumenté et qui va permettre à la fois d'optimiser le pilotage, de qualifier la performance avant de passer à l'étape d'un démonstrateur industriel à l'échelle 1, qui est vraiment implanté sur un site industriel et sur lequel on va pouvoir mesurer vraiment le gain en situation réelle. À partir de là, on pourra avancer vers la commercialisation en fait de cette solution. Entendu. Et donc, quelque part, quel est le message que vous pouvez adresser aux industriels ? Bah écoutez, le message, c'est que aujourd'hui, dans le cadre de ce projet, en fait, il s'agit de démontrer l'efficience de cette technologie. Et donc, aujourd'hui, on fait appel à tous les utilisateurs potentiels intéressés, mais également les partenaires industriels, fabricants d'autoclaves, etc., pour s'associer au projet, puisque en fait, plus on pourra partager d'informations, plus on aura une solution, un livrable qu'on puisse proposer à tous ces utilisateurs qui soit optimisé. Eh bien, entendu, merci à vous. Vous pouvez applaudir Sébastien et Renaud. Le message est passé. Est-ce qu'il y a des questions, des demandes de précision sur cette présentation ? Oui, monsieur, on vous amène un micro, s'il vous plaît, pour... Voilà, très bien. Merci de vous présenter avant de poser votre question. Oui, bonjour, Alain Fournial, société FCA. Je m'interrogeais, en fait je suis pas sûr d'avoir bien compris sur le fonctionnement de la création de vapeur par récupération. Autant quand il s'agit de réutiliser de l'eau chaude pour faire de l'eau chaude, pas de souci, mais comment vous générez de la vapeur à partir d'un stockage d'eau chaude ? Sébastien. C'est là toute l'astuce en fait, c'est qu'on ne génère pas de vapeur. En fait, on se substitue à la vapeur en utilisant de l'eau qui est surchauffée, pressurisée, qu'on a récupérée et stockée précédemment, sans dénaturer, sans diminuer sa température pour pas dégrader son exergie. En fait, on n'utilise pas de vapeur. Dans le principe de fonctionnement, en fait, on a une boucle hydraulique qui est indépendante, qui est dédiée au skid de valorisation de chaleur fatale, qui intègre les stockages thermiques et son pilotage. Et on est en parallèle des utilités de vapeur, c'est-à-dire qu'en fait, les utilités de vapeur prennent le relais une fois qu'on a fini de valoriser la chaleur. Donc ça implique que la partie chauffage puisse être faite par de l'eau chaude. En fait, la récupération se fait par de l'eau. Oui, mais quand vous voulez réinvestir finalement cette chaleur accumulée, vous avez besoin de passer sur un système hydraulique. Oui, c'est le cas en fait. Dans un autoclave, vous avez toujours... Alors, de ce qu'on connaît sur les autoclaves batch, il y a un échangeur qui est mis en place qui sert notamment au refroidissement, pour le cas des direct steam, puisque dans les direct steam, en fait, la chaleur est apportée par de la vapeur injectée directement dans l'autoclave. Par contre, pour la partie refroidissement, on repasse sur du water spray avec un échangeur interfacé et un circuit hydraulique propre. C'est ce même échangeur par lequel on passe pour récupérer la chaleur et ensuite la restituer. C'est clair pour vous. Je pense que monsieur avait effectivement évoqué l'idée que, voilà, évidemment, l'énergie pourrait être, quand on fait de la récupération de chaleur, utilisée pour d'autres applications. Là, on est évidemment dans l'utilisation sur les autoclaves. Donc, on se plug à l'équipement où la récupération est effectuée. Comme le montrait tout à l'heure l'intervention de la T2E, le niveau le plus intéressant pour faire de l'efficacité, c'est au sein du même procédé, avant de penser à aller la valoriser sur d'autres postes de consommation qui sont plus basse température, parce que ça revient en fait quelque part à avoir dégradé la qualité de l'énergie qu'on a récupérée. L'idée de le faire au niveau du procédé, c'est que si on arrive à conserver la qualité de l'énergie qu'on récupère, c'est les systèmes qui sont les plus efficaces. C'est clair sur cet enjeu de la qualité de l'énergie. Et d'autres questions, demandes de précision ? Eh bien, si pas de questions... si, une question, madame. On vous amène le micro. Et merci de vous présenter avant d'interroger les intervenants. Oui, bonjour, Aurélie Grelot de chez Cargill.
Une petite question du coup par rapport à ce que vous disiez. Du coup, vous arrivez à réinjecter quelle température? Vous récupérez quelle température et combien vous arrivez à réinjecter? Du coup, comment vous... Parce qu'il y a toujours une perte, je suppose. Exactement. La perte, elle est inhérente à plusieurs niveaux. La première perte, elle est au niveau des échangeurs, puisqu'on a l'efficacité de l'échange thermique qui dépend des températures d'entrée sur la capacité d'échange maximum. La deuxième, c'est le stockage thermique. Donc, l'idée, c'est de, comme on l'a dit tout à l'heure, de travailler sur des stockages sensibles stratifiés en température pour limiter la dégradation de la qualité de l'énergie. Et ensuite, on repasse à nouveau par l'échangeur, donc à nouveau efficacité. Donc, en fait, la chaîne d'efficacité totale du système, c'est l'efficacité de récupération, l'efficacité de stockage, l'efficacité de restitution. Pour donner un ordre de grandeur, on est obligé de travailler sur des systèmes qui sont pressurisés, puisque l'objectif, c'est de conserver l'eau à l'état surchauffé, pour pouvoir valoriser en fin de phase, donc tout en haut, au moment où on va aller chercher les plus hauts niveaux de température. Il y a un point important qui n'est pas mentionné dans ces slides, puisqu'on est sur des profils température-temps. On évoquait tout à l'heure les aspects puissance. Ce qu'il faut voir, c'est que le frein au transfert thermique dans l'autoclave, il est au niveau des denrées. Il n'est pas au niveau de la boucle de l'autoclave. En fait, la vapeur par condensation, ça a un coefficient d'échange convectif très élevé. Idem, en fait, pour du water spray avec des circulations d'eau à des débits très élevés. Le passage de la puissance, il est limité par la capacité à conduire la chaleur à l'intérieur des denrées qui sont stérilisées. Et donc, c'est là qu'est le vrai enjeu et le vrai dimensionnement, c'est d'aller pouvoir dimensionner le système en puissance, en dynamique, pour qu'il puisse suivre le barème, sachant que de toute façon, la limitation, elle n'est pas au niveau des utilités. La plupart du temps, la limitation, elle est dans l'échange thermique entre les utilités et le produit qui est à stériliser. D'où la possibilité de passer sur de l'eau pressurisée surchauffée en substitution de la vapeur par rapport à la question précédente. Merci Sébastien pour ces précisions. On peut applaudir à nouveau nos deux intervenants. On va poursuivre cette matinée. Merci Renaud. Alors Sébastien, pour le coup, vous restez sur scène puisque vous co-intervenez sur la séquence suivante. J'ai le plaisir d'appeler Marine Pasco, ingénieure performance pour Bocard, et Louis Gabriel, responsable R&D. Vous pouvez les applaudir. Merci à eux de me rejoindre. Alors pour le coup, on va parler boucle de récupération d'énergie avec notamment stockage thermocline. On va aller un peu plus loin dans la description de la couche thermocline. Eh bien, tout d'abord, quelques mots effectivement sur Bocard, entreprise familiale de plus de 100 ans basée en France avec une localisation pour le département agroalimentaire à Montauban de Bretagne. L'activité, Louis, c'est la conception des lignes de production de produits liquides comme le lait et les ingrédients alimentaires. Exactement, nous délivrons des installations clés en main, c'est-à-dire avec... vas-y, tu peux passer la slide après. C'est-à-dire que nous designons, fabriquons, programmons et mettons en route ces lignes. Le suivi de la performance de ces lignes est réalisé via un logiciel qu'on a développé qui s'appelle Track Advance. Et dans le cadre de notre service Technology and Services, nous proposons une offre d'optimisation de la performance. Et dans ce cadre, nous avons déjà installé des boucles de récupération d'énergie pour des procédés dont les étapes de chauffe et de refroidissement sont désynchronisés dans le temps. Le CEA, t'en as déjà parlé, Sébastien, je pense. Sébastien, a été présenté tout à l'heure. On a été chercher le CEA pour leur expertise au niveau des procédés de stockage innovants, dont le stockage thermocline aussi. Et voilà, le but de notre collaboration, c'est de faire un transfert technologique de ce type de stockage vers une autre application. Et donc, on va vous présenter des solutions de récupération d'énergie avec ce type de stockage. Alors, c'est des solutions de récupération d'énergie qui sont faites sur des process plutôt continus. Alors, tout d'abord, des éléments de contexte sur la transition énergétique. Oui, alors dans un contexte de transition énergétique, l'Union européenne s'est fixé l'objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Tous les secteurs sont concernés, notamment l'industrie agroalimentaire. Et parmi les leviers pour décarboner l'industrie figure la valorisation de la chaleur fatale. Alors voici le process type agro. On a un produit qui arrive froid, qui subit des transformations où il va être chauffé, refroidi et il repart froid. L'ensemble de ces opérations dans l'usine génère la fameuse chaleur fatale. Selon l'ADEME, voici la situation en France. À gauche, nous avons la consommation de combustible et à droite, le gisement de chaleur fatale. Et si on se concentre uniquement sur le secteur agro, donc la partie en vert, la chaleur fatale ramenée sur la consommation, ça représente 80% des consommations.
C'est donc un secteur à fort potentiel d'optimisation. Bocard est déjà engagé dans la décarbonation de l'industrie parce que depuis une dizaine d'années, nous proposons déjà une solution de récupération d'énergie composée de 2 cuves que Louis va vous présenter. Donc le produit rentre à 4 degrés sur la partie gauche, subit une étape de pasteurisation aux températures au-delà de 72 degrés. Il est ensuite... il subit une étape de transformation, alors de type fermentation ou hydrolyse, qui peut aller jusqu'à 8 heures. Là, on a pris l'exemple de 65 degrés pour une hydrolyse. Et ensuite, il est refroidi à 4 degrés. Donc les étapes de chauffe, comme je vous disais tout à l'heure, elles sont vraiment désynchronisées. Il y a 8 heures de différence entre les deux. L'idée, c'est pour l'étape de refroidissement, on va utiliser une boucle d'eau froide pour aller récupérer les énergies et les stocker dans une cuve d'eau chaude. Et cette énergie récupérée dans la cuve d'eau chaude va être réutilisée ensuite pour aller chauffer en premier poste d'énergie le batch suivant sur le pasteurisateur. Donc voilà, ce système se repose sur 2 cuves depuis une dizaine d'années. On comprend effectivement le principe de fonctionnement. Louis, allez, les bénéfices, est-ce que vous les avez rendus objectifs ? Alors, sur cette solution à double cuve, on a déjà installé cette solution et donc on a réussi à économiser jusqu'à 6 gigawattheures d'économie par an. Si on le ramène aux tonnes produits, ça fait 37 kilowatts par tonne de produits. Et dans la globalité des échanges thermiques, on a eu un taux de récupération de 63%. Sur les bénéfices environnementaux ? Bénéfices environnementaux, si on imagine une ligne de procédé qui n'est pas équipée de ce système de récupération, cette ligne-là produirait jusqu'à 600 à 900 tonnes de CO2 par an, ce qui représente à peu près 450 allers-retours de Rennes-Paris en TGV par an. Voilà, quelque chose de par et donc ça, c'est ce que vous pouvez éviter, 600 à 900 équivalents tonnes de CO2 par an, effectivement. Alors, cette solution, elle a fait ses preuves en termes de récupération d'énergie, Marine. Exactement. Cette solution, elle a déjà fait ses preuves en termes de récupération d'énergie, mais son inconvénient, c'est son encombrement à cause de 2 cuves imposantes. Oui. Alors, dans une usine à construire, c'est plus facile parce que l'encombrement, il est défini à l'avance, mais pour une usine existante, il n'y a pas forcément la place de les implanter. Du coup, ces 2 cuves, elles se retrouvent éloignées du process et ça nécessite de longues tuyauteries qui en plus doivent être isolées. Donc ces deux cuves atmosphériques fonctionnent en vase communicant. Ça veut dire que lorsque l'une est pleine, l'autre est vide. Le volume de ces 2 cuves-là, il est défini en fonction de ces cas extrêmes. Donc conclusion, on se retrouve avec 2 cuves imposantes et c'est surtout qu'on se retrouve en permanence avec des volumes de stockage non utilisés. Alors, quelle est la nouveauté ? La nouveauté ici, c'est un stockage 2 en 1 qui regroupe dans une seule cuve l'eau chaude et l'eau froide. Donc la cuve, cette fois-ci, elle est tout le temps pleine et soumise à faible pression. Quant au volume d'eau chaude et d'eau froide, ils évoluent en permanence selon la demande de la production. Et donc en conclusion, ce que je comprends, c'est qu'on a une seule cuve de stockage et donc un volume réduit. Exactement. Une seule cuve de stockage et un volume réduit au strict minimum. Voilà. Du coup, la solution, elle devient plus compacte. Elle peut donc être implantée à proximité du process, voire même à l'intérieur de l'usine. Elle présente également l'avantage d'être moins onéreuse par la diminution des coûts de chaudronnerie. Alors là, ça a l'air plutôt facile de s'imaginer, enfin, on s'imagine que c'est plutôt facile le regroupement de ces deux températures dans la même cuve avec le petit gif sur la slide, mais en réalité il y a une multitude de points de maîtrise. C'est pour cette raison que nous avons fait appel au CEA pour faire en sorte que notre solution soit la plus performante possible. Alors Sébastien, à vous la parole justement sur ces points de maîtrise. Alors juste pour commencer, en fait, l'effet thermocline, c'est quelque chose qui existe naturellement, qui est dans la nature. C'est un principe physique qu'on retrouve notamment dans les océans. Donc on a cet effet de stratification thermique par différence de densité au sein donc, des océans.
L'idée, c'est que dans du stockage de chaleur sensible dit thermocline, ce qu'on va vouloir maîtriser, c'est la séparation thermocline, de sorte à avoir cette coexistence entre un volume chaud quasiment isotherme en partie supérieure, séparé du volume froid qui est en partie inférieure. Et donc tout ça par la fameuse séparation thermocline, qui est une couche qu'on va vouloir la plus fine possible, qui elle voit tout le gradient de température entre la zone chaude et la zone froide. Cette séparation, en fait, elle va évoluer au fil des charges et de décharges, c'est-à-dire que comme un piston, mais qui n'est pas physique, elle va monter lors des phases de décharge et descendre lors des phases de charge. L'objectif, c'est de maîtriser cette séparation thermocline. C'est des choses qui existent déjà dans les réseaux de chaleur, il y a d'innombrables réalisations dans les réseaux de chaleur. Dans les réseaux de chaleur urbains Urbains, bien entendu, que ce soit des réseaux atmosphériques ou des réseaux pressurisés, à l'instar de ce qu'on voit sur cette photographie. Alors c'est à Grenoble, c'est un stockage thermocline qui est très récent, qui est adossé en fait à une chaufferie biomasse et qui stocke de l'eau pressurisée surchauffée à 180 degrés 22 bars. Voilà. Et à l'intérieur de ces réservoirs, en fait, qui font plusieurs centaines de mètres cubes, on a une stratification thermique qui est maîtrisée. Et quel est l'objectif? Je vous vraiment une courte parenthèse, mais pourquoi stocker justement de l'énergie sur un réseau de chaleur urbain? Alors, pour les réseaux de chaleur, c'est très important parce que quand on vient déployer des moyens ENR comme des chaufferies biomasse, c'est des moyens qui acceptent très peu d'être la flexibilité. Donc c'est des moyens de production qui sont assez peu flexibles, qui aiment bien fonctionner en base, sauf que la demande sur un réseau de chaleur, elle n'est pas constante. On a par exemple un pic le matin, un pic le soir, et donc l'objectif, c'est pour flexibiliser les moyens de production à l'instar des biomasses, en fait, on vient déployer des stockages thermiques qui permettent en fait d'être chargés pendant les creux de consommation et d'être déchargés en appoint des moyens de production pendant les pics. On ferme la parenthèse parce que ça pourrait être dupliqué à l'industrie agroalimentaire. Voilà, exactement. Alors tout l'intérêt, c'est de déployer ces technologies, cette fois-ci pour l'industrie. Sauf que dans l'industrie, c'est plus compliqué parce qu'on est sur des dynamiques qui sont plus courtes. Donc, c'est des puissances appelées plus importantes sur des laps de temps très courts. Et donc, ça demande à revoir la conception de ces stockages thermiques dits type thermocline, notamment liés à ces dynamiques de charge et de décharge, la gestion des charges et des décharges partielles, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, l'idée c'est de mutualiser ces unités de valorisation à plusieurs procédés, et donc ça peut amener des fois à avoir des décharges partielles au cours du fonctionnement de l'unité de valorisation, et aussi à gérer des débits qui sont variables, qui ne sont pas constants. Un réseau de chaleur, c'est plutôt constant. Entendu. Dans les cas industriels, c'est pas vraiment le cas, et donc ça nécessite en fait des efforts de R&D. Ce qui est important de savoir, c'est que la maîtrise de la séparation thermocline, elle est primordiale. Vous avez un exemple ici qu'on a modélisé pour illustrer l'importance de maîtriser la stratification thermique dans ces réservoirs de stockage de chaleur sensible. À gauche, vous avez un stockage type ballon d'eau chaude, le plus classique, c'est-à-dire que j'ai un réservoir avec un tuyau qui arrive en haut et un tuyau qui sort en bas, et je ne maîtrise pas la stratification thermique. À droite, on a un stockage avec une maîtrise de la stratification thermique, notamment en déployant des dispositifs d'injection et de soutirage hydraulique associés à du pilotage. Il faut savoir que cette modélisation, on l'a fait avec comme considération exactement les mêmes dimensions, les mêmes formes de réservoirs, les mêmes conditions limites, c'est-à-dire les mêmes températures initiales des stockages, les mêmes températures de fluide injecté et les mêmes débits de fluide injecté et soutiré, et le même laps de temps. Ce qu'on voit à gauche, c'est qu'on a une zone de remélange importante qui est caractérisée par toute la partie qu'on voit plutôt en rose, en fait, donc il y a une température intermédiaire. Donc en fait, on a dégradé la qualité de l'énergie en homogénéisant la température de la zone chaude, tandis qu'à droite, on voit très clairement une zone chaude marquée, séparée par l'épaisseur thermocline de la zone froide qui est également très marquée, quasiment isotherme. C'est important parce que derrière, au niveau du procédé, quand on va vouloir valoriser la chaleur, on va devoir valoriser cette chaleur jusqu'à une certaine limite qui est imposée par des températures de consigne. Et supposons que la limite de température est au niveau des pointillés rouges. Dans le premier cas, je ne peux rien faire de l'énergie que j'ai stockée dans ma cuve, alors que dans le deuxième cas, là, je peux valoriser toute la zone qui est dans la partie supérieure qu'on voit à droite. Alors, c'est une représentation un petit peu particulière, c'est une représentation assez classique des réservoirs thermoclines. On a toujours une représentation de température avec hauteur en abscisse, donc de manière à illustrer en fait la propagation de la séparation thermocline. Voilà. Ce qui est important, donc, c'est que dans le cas 2, on peut valoriser toute la partie qui est de la zone chaude tant qu'elle est supérieure à la température de consigne, alors que dans le cas 1, qui est le ballon d'eau chaude classique,
on ne peut plus rien faire de la chaleur. Et pour autant, ce qui est important, c'est qu'on a mis la même quantité d'énergie dans les deux réservoirs. Et oui, voilà pourquoi il faut parler de qualité de l'énergie. Voilà, on la exactement. rend exploitable avec ce principe. Tout à fait. On revient à Bocard, Louis. Ah non, c'est encore, pardon. Bon. Il me semble Une que c'est dernière encore petite Sébastien. illustration, voilà, Désolé. pour vous montrer que dans le temps, en fait, c'est un time-lapse en fait de la modélisation à plusieurs moments. Et donc on voit en fait, dans le premier cas, on rentre avec un jet dans la zone froide. On vient mélanger, donc on vient créer une zone à température homogène, donc qui dégrade beaucoup la qualité de l'énergie du fait de la diminution de la température. Tandis que dans le cas du stockage d'œufs, où on maîtrise l'injection, le soutirage et le pilotage, on arrive à bien former en fait la séparation thermocline, donc on voit ici. Et puis on arrive à la propager à l'intérieur du réservoir sans avoir de remélange. Effectivement, c'est très clair, Sébastien. Allez, on a envie de voir l'application concrète. Louis, alors justement, fort de ces principes, de quoi est composée la solution? Alors, l'idée de notre solution, hein, c'est une cuve thermocline, comme vient de le décrire Sébastien, assez spécifique, des boucles de récupération, et puis un module de suivi de cette couche thermocline. Et l'idée, c'est vraiment d'aller à piloter et de voir la dérive. Donc du coup, il y a ces trois modules-là, enfin ces trois solutions-là. Donc la cuve thermocline, elle peut avoir une capacité jusqu'à 240 mètres cubes. C'est un peu la taille transportable. L'idée, c'est de l'avoir au plus proche du procédé, comme vous a dit Marine, bien designé, comme vous a dit Sébastien. Les boucles de récupération, il y en aurait dans notre solution 1 à 3 en fonction des applications. Le nombre de ces boucles est fonction du nombre d'équipements de chauffe ou de refroidissement dans l'usine. Et ces boucles peuvent aller à un débit de 20 à 80 mètres cubes heure en fonction de la ligne de production du procédé. Et puis le delta T du thermocline est plutôt fonction de l'étape de procédé intermédiaire du client. Donc ça peut aller de 20 à 60 degrés. Donc l'idée, c'est d'avoir une customisation de notre solution par rapport vraiment au procédé du client. Marine, le troisième élément, c'est un outil digital. Le troisième élément, notre outil digital Track Advance, qui va collecter la data du process directement auprès des automates pour générer des rapports de production, donc relatifs aux opérations de chauffage et de refroidissement. À ce niveau-là, on a une information dans le détail, mais pour avoir une vision plus macro, c'est possible parce que Track Advance propose également des dashboards qui permettent de suivre les indicateurs stratégiques du système. Donc cela permet de détecter facilement les écarts au standard pour finalement optimiser en performance notre solution de récupération d'énergie. Je ne peux malheureusement pas vous présenter l'ensemble des fonctionnalités de Track tout de suite, mais je vous invite à venir le découvrir sur le showroom Usine du Futur en Hall 6. Il est diffusé sur grand écran et il n'est pas seul puisqu'il est accompagné de notre sublime skid, le skid pilote. Effectivement. Nous tenons vraiment à remercier l'ensemble des équipes Bocard qui a travaillé sans relâche sur le projet depuis des mois, et également nos fournisseurs partenaires qui nous ont accompagnés sans hésitation dans cette course contre la montre avec une deadline CFIA. Donc merci à vous tous. Ce skid, qu'est-ce qu'il fait? Il reproduit à petite échelle un procédé type d'une usine agro en simulant les opérations de chauffe et les opérations de refroidissement. Alors là, on voit pas très bien sur la photo, mais en fait la cuve elle est équipée de sondes de température, donc tout le long sur la hauteur, et chaque sonde est associée à une LED. Donc on voit pas très bien, donc vraiment je vous invite à venir le voir parce que c'est carrément plus beau en vrai. Et en fait, ça permet ces LED-là de pouvoir observer le phénomène de charge et décharge en énergie de la cuve. Voilà. Donc, effectivement, et je confirme, ça vaut le coup de voir le démonstrateur, c'est très pédagogique et ça permet de bien comprendre le fonctionnement. Alors, ce démonstrateur, c'est une réalité, c'est le fruit, c'est vrai, d'un travail qui a été mené de façon intensive. Mais quid de la suite? Qu'est-ce qu'on peut dire aux professionnels intéressés par ce projet? Donc l'idée, c'est d'abord de faire une gamme commercialisable pour la fin d'année, et puis surtout, on cherche un partenaire industriel pour aller faire un démonstrateur type Demibac, mais ça n'existe plus, donc un fonds de chaleur ou on est en contact aussi avec Valorial qui pourrait nous trouver d'autres sources de financement. Donc l'idée, c'est d'aller faire le triptyque un peu gagnant en collaboratif et faire un truc en grand.
Et l'idée, peut-être que je me projette trop, mais c'est effectivement pouvoir commercialiser un jour, à l'issue évidemment des différentes étapes de ce processus d'innovation, évidemment l'équipement auprès des industriels de l'agroalimentaire. Ouais, tout à fait. Entendu, merci à vous. On peut applaudir ces 3 intervenants pour cette présentation. Très inspirante, pédagogique et très concrète. Est-ce qu'il y a des questions, demandes de précision? Profitez-en. Alors, s'il n'y a pas de questions, c'est que vous avez été parfaitement clair et surtout, on vous invite effectivement à retrouver l'équipe sur l'espace usine agro du futur. Encore merci pour votre présentation. Vous pouvez les applaudir à nouveau.